Une ville à la place de Tamoil la Colombais? Les architectes ont-ils aussi pensé aux infrastructures environnantes déjà saturées? Les habitants des villes alentours ont-ils leur mot à dire? La musique hurlante dans les magasins est insupportable, à croire que les cadres zurichois semblent insensibles au bruit. Dans leurs grands bureaux, il n'y a sans doute que le doux bruit d'une machine à café ou le glouglou aimable d'un bel aquarium qui aide à la détente. Pourquoi faut-il pour vos titres que vous fassiez des jeux de mots particulièrement lourds et d'un goût très discutable? Quelle est la plus-value? Je n'y vois avant tout qu'un tic de langage totalement déplacé. Le désastre humanitaire à Alep, reprise par les forces gouvernementales, des dizaines de milliers d'habitants ont dû fuir les quartiers rebelles. Une de nos équipes a suivi les derniers jours des combats dans la ville. Reportage exclusif en Syrie. Une vache, une princesse, c'est le marketing utilisé pour vendre plus d'aliments, pas toujours très sains. Mais alors que l'obésité chez les enfants est en hausse, faut-il légiférer? Enquête. Ils sont dans leur 100e année et vont chanter pour la première fois de leur vie en public. Mais pas si simple de se souvenir des paroles ou de placer sa voix. Nous avons suivi ces nouveaux choristes des répétitions au grand concert de Noël à la cathédrale de Fribourg. Bonjour à tous et bienvenue dans Mise au Point. Je suis ravie de vous retrouver pour cette dernière édition 2016. En cette période de fête, l'actualité continue mais nous offre parfois quelques cadeaux déballés avant l'heure par Sébastien Faure. Noël, c'est d'abord savoir attendre. Babichou, malgré l'interdiction qui lui a été faite par maman, rêve d'ouvrir toutes les fenêtres, mais... La cruelle tradition du calendrier de l'Avent a été reprise cette année par les polices européennes. Derrière chaque fenêtre, pas de chocolat, mais des tueurs, des braqueurs, des kidnappeurs, tous en cavale. Aujourd'hui, les enfants, c'est le jour de Kevin, recherché au Luxembourg pour avoir salement tabassé un couple de personnes âgées lors d'un cambriolage. Pour Noël, la police luxembourgeoise aimerait bien Kevin comme cadeau. Pour Noël, le plus important, c'est évidemment de trouver le bon cadeau. Un petit présent. Oh, pas de folie, une petite attention. Là, ce n'est pas le prix qui compte, c'est le geste. Au Chili, l'association des exportateurs a trouvé ce geste pour gâter son ministre de l'économie. Une poupée gonflable. Et regardez le sourire du ministre, manifestement comblé par le présent. Un sourire qui lui a valu un scandale national et des accusations de machisme, et il a été sommé de s'expliquer tout penaud. Je m'excuse pour cette situation, pardon pour mon attitude ce jour-là, j'étais sous le coup de la surprise. Ah, les surprises de Noël. Pour une occasion comme Noël, on peut se le permettre. Chaque année, c'est le même cérémonial. Les enfants qui viennent présenter leurs vœux au Père Noël. Qu'est-ce que tu lui as demandé? Un petit train. Et toi, qu'est-ce que tu as demandé? Un accordéon. Mais aux États-Unis, un homme a décidé de mettre fin à cette imposture. Ce jour-là, ce pasteur évangélique va au centre commercial pour dire la vérité aux enfants. Santa Claus does not exist. Don't lie to your children when you know in reality that there are no flying reindeer, there is no workshop at the North Pole, that you buy all the gifts and put them under the tree. Mais quoi, on nous aurait menti? En tout cas, les papas, ils aiment pas trop qu'on s'en prenne au Père Noël, hein. Sir, don't put your hands on me. Go on. Quit talking this mess. You understand me? Keep your hands to yourself. I got my kids over there. We don't need you coming over here blabbing whatever the hell you blabbing. Ah, la féerie et l'amour de Noël. Go. Noël, enfin, c'est la grande table familiale et sa traditionnelle dinde. Mais la dinde est l'ennemi des égouts. À chaque dinde, c'est un demi-litre de gras qui finit en général dans les canalisations. En Grande-Bretagne et aux États-Unis, à l'approche de Noël, les autorités tirent la sonnette d'alarme avec leurs spots. Mangez plus léger ou arrêtez de jeter le gras dans l'évier. Car sinon, voilà ce qui se passe. L'apparition de fatbergs, de gigantesques icebergs de gras coincés dans les égouts.
En 2013 à Londres, il avait fallu 10 jours pour retirer un fatberg gros comme un bus à 2 étages. Que du bon gras, joyeux Noël et surtout, bon appétit. Alep, champ de bataille, la deuxième ville de Syrie a été reprise presque complètement par les forces gouvernementales. Une libération pour le président Bachar el-Assad, tandis que les ONG y voient la faillite morale de la communauté internationale. Notre envoyé spécial s'est rendu à Alep, mais aussi dans la capitale Damas, un voyage encadré par les autorités syriennes désireuses de communiquer leur version du conflit. Voici le reportage de François Ruchti et Philippe Évêque. Alep-Est. Après des semaines d'offensive, la capitale des rebelles est tombée. Les milices de Bachar el-Assad paradent dans les rues. Ils viennent d'écraser la résistance. Pour filmer la victoire, il faut accepter une visite de presse organisée par le régime syrien. Limité à quelques mètres dans une rue choisie pour nous, aucun journaliste n'est libre de ses mouvements. Sur la ligne de front, cette femme au foulard blanc a tous les pouvoirs. Elle travaille pour les services de communication du régime. Est-ce possible de filmer un little bit more? 2 minutes. Okay. And after it's finished. Mise en scène de la guerre, ces images de victoire seront diffusées sur toutes les chaînes de télévision du monde. Les caméras s'allument. La mécanique est bien huilée. Une semaine plus tôt, dans la capitale syrienne. Damas, frère ennemi de la ville rebelle d'Alep. Bienvenue au cœur du pouvoir de Bachar el-Assad. Salut François, bonjour. Ça va? Allez-y, rentrez. Rendez-vous avec Azem. Il est binational suisse-syrien, pilote de ligne pour la compagnie nationale. Je crois, à mon avis, que celui qui contrôle Alep, il va gagner toute la guerre en Syrie. Pour ce fils de haut fonctionnaire, les médias occidentaux se trompent. Les accusations de crimes de guerre, de la pure propagande. Il y a des enfants qui meurent, il y a beaucoup de gens qui meurent, mais ça c'est la guerre. Ça c'est la guerre. Ça se passe. Et ces 200 000 personnes bloquées à Alep, qui ont été pilonnées avec l'aviation, avec les obus, ça Ça, je ne le crois pas, parce qu'un avion qui vole, et tu payes beaucoup d'argent pour cet avion, les bombes avec ces avions, ça coûte beaucoup trop cher. Ils ne vont pas le jeter sur des enfants. Bien sûr, ils vont le jeter sur des djihadistes. Dans la guerre de propagande, deux visions s'affrontent. D'un côté, celle des rebelles luttant contre une dictature, de l'autre, un régime syrien, seul garant de la sécurité. Azem a choisi son camp, celui de Bachar. Comme chaque jeudi soir, il part rejoindre ses amis. Malgré la guerre, les boîtes de nuit n'ont jamais fermé. Alors, en Syrie, tout simplement, tu peux faire n'importe quoi. Tu peux fumer, tu peux boire d'alcool, tu peux dire que tu n'es pas religieux, tu peux avoir n'importe quelle religion, mais ne parle pas de politique beaucoup. Au cœur de la Syrie, difficile de croire que le conflit se passe à quelques kilomètres. Si proche de la guerre et pourtant tellement éloigné de ces atrocités. Le souk de la capitale syrienne, l'image d'un pays en paix, sous la protection du président. Une vision que partage Rania, une jeune femme qui vit entre Genève et Damas. Après 6 ans de guerre et plus de 300 000 morts, Rania a dû elle aussi choisir son camp. La guerre, elle n'est pas
anti-Assad ou pro-Assad. C'est vraiment confiner le truc dans un angle qui n'est pas faux. C'est-à-dire que nous, on ne se bat pas pour Bachar el-Assad. On se bat pour résister, pour garder le pays sain et sauf et surtout laïque. Rania a créé une petite ONG, I Love Syria, sa manière à elle d'aider ces femmes réfugiées. Chacune porte en elle un destin tragique. On a une fille qui s'appelle Rim. Elle a un frère qui est avec l'armée syrienne et l'autre avec les islamistes. En fait, les deux frères se font la guerre. Un fait partie d'un groupe et l'autre fait partie d'un autre groupe. Donc ces deux frères, ils étaient liés par le sang, mais en fait, dans la vie, ils étaient ennemis, quoi. La guerre en Syrie, un combat entre deux frères, entre deux villes. Damas a vaincu, Alep est divisé. Nous partons dans la capitale rebelle. Plus de 400 km de routes dangereuses. L'État islamique n'est jamais loin. Il faut contourner les zones rebelles avant de rejoindre Alep. La ville est sous les bombes depuis des semaines. Les soldats de Bachar, aidés de leurs alliés russes, ont lancé une offensive majeure. Pour mener l'assaut, le régime syrien a envoyé des milices. Ces soldats sans uniforme contrôlent la vieille ville d'Alep. Ils sont fiers de leur trophée. Les terroristes ont été rapidement battus ici, mais la résistance était plus forte à Bab el-Hadid. Ce drapeau a été capturé à Jabhat al-Nosra, un groupe islamiste proche d'Al-Qaïda. La preuve ultime, selon ces soldats, que les rebelles sont tous des terroristes. C'est Jabhat al-Nosra qui tenait le quartier. Ils ont construit une barrière pour empêcher les civils de quitter la zone. Ils avaient peur que les civils nous donnent des renseignements, car ils sont avec nous. Ils soutiennent l'armée syrienne gouvernementale. Est-ce qu'il y a des prisonniers, des victimes civiles? Impossible de poser ces questions au commandant militaire. La responsable de la communication bloque tout. Le centre-ville est repris, mais la guerre n'est pas terminée. Sur le chemin du retour, des tirs de mortier sont lancés depuis les zones rebelles. Un obus explose à quelques centaines de mètres de nous. Au total, 3 civils sont tués. Can we stay here and film or is it dangerous? No, it's very dangerous. Maybe we throw another one now. Okay, let's move. Quelques minutes après notre départ, plusieurs obus s'abattent encore dans ces rues. Ces tirs rebelles, preuve s'il en faut que les crimes de guerre sont commis par les deux côtés. Une guerre entre voisins, quartier gouvernemental aisé, contre quartier rebelle populaire. Ce quartier d'Alep-Est vient d'être pris par le régime. Parmi les soldats, des uniformes bien trop réglementaires, des troupes russes omniprésentes sur le terrain. Ici, la vie est catastrophique. C'est beaucoup de souffrance. Waïd et sa famille ont vécu terrés dans cet appartement, sans eau courante, ni cuisine, ni sanitaire. Pour ma famille et moi, nous aurions eu besoin de 15 000 lires syriennes pour quitter le quartier avant les combats. Impossible de payer le transport. Et de toute manière, les soldats au checkpoint nous auraient bloqués. Nous n'avions même pas 10 lires. Waïd est grand-père. Il vit avec son fils et sa petite-fille Sarah.
Quand ça tire, j'essaye de rassurer ma fille. Je lui donne un câlin. Je la colle contre moi à chaque explosion. J'essaye de tout faire pour qu'elle entende le moins possible. Sinon, elle panique. Elle pleure. Jour après jour, de nouveaux quartiers tombent entre les mains du régime. Une trêve est annoncée, les rebelles sont battus. Dans ces bus, des habitants d'Alep-Est. Ils ont vécu des années au cœur du pouvoir rebelle. Ils sont regroupés dans ce camp de triage du régime à l'extérieur de la ville. Parmi eux, Mohamed. Il est seul avec son bébé. La veille, il a tout perdu. Une bombe a détruit son immeuble. Son épouse est morte. On est venu quand l'armée du gouvernement est entrée dans mon quartier. Ce camp est le plus proche de notre maison, c'est sécurisé. C'est pour cela que nous sommes venus ici. Ici aussi, il faut choisir son camp. Certains s'affichent comme des partisans de Bachar, d'autres sont soupçonnés d'être des rebelles. Les autorités ont regroupé les hommes à l'entrée du camp. Ils sont enregistrés et interrogés. Nous séparons les hommes des femmes pour les enregistrer. On vérifie leur identité. Certains doivent faire leur service militaire obligatoire. Ils seront envoyés à l'armée. Ce responsable du régime nous montre les sauf-conduits, sésame pour rejoindre les zones gouvernementales. Pourtant, une partie des hommes sont mis de côté. Impossible de les approcher. Non, il n'y a pas de disparition. Je peux vous donner des preuves. Je peux vous présenter des anciens rebelles. Ils sont libres. Ils ont pu reprendre une vie normale. C'est des mensonges. Nous ne faisons pas disparaître des gens. Des rapports de l'ONU parlent d'une centaine de disparitions et d'exécutions sommaires. Impossible d'en savoir plus. Ces réfugiés d'Alep-Est ont vécu l'enfer sous les bombes de l'aviation russe et syrienne. Affamés par des semaines de siège militaire, il n'y aura pas assez de pain pour tout le monde. Je n'ai plus de famille, je n'ai que Dieu. Je dois supplier pour manger. Ils sont déjà des milliers de réfugiés dans ce camp du gouvernement. 40 000 seraient encore bloqués dans Alep-Est. Les soldats russes ne sont jamais bien loin. La bataille d'Alep est terminée. Bachar a gagné. Au haut-parleur, on recherche les parents de ce petit garçon perdu dans le chaos. Cette jeune femme travaille pour une ONG syrienne. Il y a beaucoup d'enfants perdus comme ça? Oui, j'ai déjà recueilli 2 enfants moi-même. Au total, il y en a 10 rien qu'aujourd'hui. Malheureusement, seuls 2 enfants ont retrouvé leurs parents. Un drame de plus, une innocence perdue dans une guerre fratricide, bientôt 6 ans d'un conflit sans fin. François Ruchti, vous êtes l'auteur de ce reportage. Vous nous donnez tout d'abord peut-être des nouvelles de ce petit garçon qu'on a vu, ce petit garçon perdu. Oui, on a pu prendre des nouvelles. Il va bien, il a retrouvé ses parents. Malheureusement, il a perdu sa maison, mais il est toujours dans le camp de réfugiés. Tout va bien pour lui.
Alors on a aussi vu les conditions, pas assez de nourriture et peu d'ONG ou pas d'ONG à part les autorités syriennes. Quelle est la situation sur place? Alors le problème, c'est le froid. Il fait des températures proches de la Suisse et le soir, il fait généralement en dessous de 0 degré. C'est vrai qu'il y a peu d'ONG sur place. On a vu le Croissant-Rouge, la Croix-Rouge, mais très peu d'organisations internationales humanitaires. Il faut savoir qu'il y a encore 40 000 personnes qui sont bloquées dans Alep-Est. Et pour ces gens-là aussi, il faudra pouvoir les aider. On a vu dans quelles conditions vous avez tourné ce reportage, avec les autorités qui autorisaient ou non vos déplacements. Pourquoi avoir fait ce choix? Écoutez, c'est vrai que c'est extrêmement difficile d'aller en Syrie, parce qu'il faut aller voir ce qui se passe en Syrie. Alors premièrement, les difficultés, c'est pour obtenir un visa, avoir l'autorisation d'aller sur place. Pour les journalistes qui ont fait des reportages sur les territoires rebelles, c'est impossible. Nous, il nous a fallu 3 mois pour accéder à la Syrie. Sur place, on est à peine une dizaine à Alep-Est. En comparaison, par exemple, sur le conflit irakien, une centaine de journalistes sont présents. Alors déjà, c'est difficile pour y accéder. Puis ensuite, sur place, on est contrôlé. On est contrôlé par cette représentante du régime syrien qui nous surveille, qui reste avec nous, qui nous autorise ou pas d'accéder à certaines zones. C'est aussi elle qui, par exemple, pour des raisons sécuritaires, nous bloque l'accès à certains endroits. Et on a ressenti tout le long du séjour sur place cette volonté du gouvernement de montrer une narration de ce conflit. C'est le gouvernement Bachar al-Assad fort et sécuritaire contre des islamiques radicaux. Alors, des islamiques radicaux, au début du conflit, on parlait beaucoup de l'armée syrienne libre, notamment à Alep. Qu'est-elle devenue? Écoutez, il ne reste pas grand-chose de l'armée syrienne libre. C'est ce qu'on a trouvé dans les rues d'Alep-Est, dans la vieille ville, c'est le drapeau de l'armée syrienne libre. Et malheureusement, il ne reste plus grand-chose de cette armée-là. Symboliquement, je veux dire, tout le mouvement des printemps arabes, ces mouvements démocratiques, c'est triste à dire, mais on ne sait pas s'il y a vraiment encore beaucoup de rebelles qui sont démocratiques, qui sont contre le gouvernement Bachar al-Assad. Il y a malheureusement beaucoup de milices islamistes. On l'a vu taguer sur des murs, on a vu des drapeaux islamistes sur place. Donc c'est extrêmement complexe et extrêmement difficile de déterminer qui sont les rebelles. Aujourd'hui, on peut dire donc que Alep est tombé. Est-ce que, comme dans votre reportage, celui qui gagnera la victoire d'Alep gagnera la guerre? Est-ce qu'on peut imaginer que Bachar el-Assad a gagné la guerre? Alors, c'est vrai qu'Alep est très important. Il y a un axe stratégique entre Damas, Homs et Alep. C'est vraiment sur un même axe politique, économique. C'est extrêmement important. C'est ce qu'on appelle la Syrie utile. Mais la clé pour comprendre la guerre en Syrie actuellement et pour déterminer le futur, c'est la Russie. On l'a vu extrêmement présente militairement avec des soldats au sol, mais aussi avec l'aviation. Donc c'est vraiment, je pense que la Russie va déterminer l'avenir de la Syrie ces prochains temps. François Ruchti, merci pour ces précisions et merci pour ce reportage. Chanteur, à tout âge, même à 100 ans, voici ce qui vous attend encore dans Mise au Point. Chanter pour la première fois au crépuscule de sa vie, c'est le défi lancé dans des EMS fribourgeois. Marie-Rose, Paul et Léon, bientôt centenaires, ont ainsi participé pour la première fois de leur vie à un grand concert de Noël à la cathédrale de Fribourg. Nous les avons suivis, des répétitions au grand jour, un reportage tout en douceur à suivre à la fin de l'émission. Des lions, des princesses, des clowns et j'en passe, tout est bon pour attirer les enfants à consommer certains produits. Des aliments pauvres en nutriments mais riches en sel, graisse et sucre qui font grossir les petits Suisses. 19%, soit un enfant sur 5 est aujourd'hui en surpoids. Le problème est mondial, l'OMS veut donc interdire tout marketing ciblant les enfants pour ces produits dits malsains. En Suisse, c'est loin d'être le cas, mais la résistance s'organise. C'est une enquête de Philippe Mac. Il y a quoi dans la bulle? Le bonhomme McDonald. Mais comment tu sais que c'est le bonhomme McDonald? Parce qu'il a un M sur la tête. Non mais pourquoi ils font des jeux? Je croyais qu'ils faisaient à manger, moi. Mais ils font aussi des jeux parce que Happy Meal. Oui, ça veut dire? Happy, c'est-à-dire heureux. Mais de jouer à ça, ça te donne pas faim et ça te donne pas envie d'aller à McDonald's. Bah peut-être que si on s'amuse, bah peut-être qu'on aura l'envie d'aller à McDonald's. Le petit Tyler a tout compris du marketing. McDonald's aussi. Comme tant d'autres marques alimentaires, ils bombardent les enfants de publicités quasiment dès le berceau. Leur nouvelle invention, les jeux publicitaires sur Internet, tablettes ou smartphones. Problème, pratiquement tous les aliments dont les enfants subissent le marketing sont qualifiés par l'OMS de nocifs pour leur santé. Voilà, Chouala. Alors, on va regarder un petit peu ces biscuits que tu aimes bien. On m'a dit que c'était ceux qui te faisaient craquer quand tu vas faire les courses. Alors, si on regarde un paquet, c'est un petit paquet, un goûter. C'est ça, ouais.
un paquet comme ça. On va regarder là-dedans combien ça fait. Ça fait donc en sucre 7,6, on va arrondir à 7,5 pour un biscuit. Ça veut dire que 4 biscuits, ça fait 15, ça fait 30 grammes. Sachant qu'un morceau de sucre, ça fait 4 grammes, on va regarder ça ensemble. 4, 8, 12, ça va? Chaque biscuit, 16, c'est 2 sucres. 20, 24, 28, et puis un demi, 30. Voilà. Si tu sucrais ton thé, tu mettrais ça dans ton thé. Non, jamais. Jamais, hein. Ça te fait ouf, tu te dis quelle horreur. Nous sommes au programme Contrepoids des HUG de Genève, qui s'occupe d'enfants et d'adolescents en surpoids. La doctoresse Farpour-Lambert et la diététicienne Maud Bessa conseillent une de leurs jeunes patientes, Chouala, et son papa. Elle lui montre notamment la masse de sucre cachée dans les aliments, comme les boissons, les biscuits ou les céréales. Le problème de ce sucre excessif, c'est qu'il se transforme en graisse. Si tu mets sur une tranche de pain comme ça, admettons que tu mets sur chaque côté du petit pain un peu de confiture, ça fait déjà 2,5 fois moins. Donc c'est déjà pas mal mieux. T'es d'accord? Oui. Ouais. Ça veut dire que... En fait, ça veut dire quoi? Bah, que c'est mieux qu'on prenne le petit pain avec le chocolat que les céréales. Ouais. Pourquoi tu fais tout ça en fait? Pour ma santé. Parce que t'as le sentiment d'être un peu en mauvaise santé? Ou c'est le docteur qui te dit ça en fait? J'ai un peu l'impression. Pourquoi je mesure la pression? Qu'est-ce que je mesure en fait? L'important, c'est de faire de la prévention, parce qu'une fois que l'obésité est installée, on sait qu'il va falloir mettre en œuvre vraiment un traitement multidisciplinaire qui est assez relativement intensif pour les familles. Et c'est un traitement que les enfants, puis devenus adultes en fait, vont devoir continuer toute leur vie. Voilà. Les aliments trop riches en sel, sucre ou graisse génèrent un bien-être, qui a même une composante addictive. Et qu'est-ce qui nous entraîne vers cette addiction? La publicité et le marketing. Si les aliments sont bien emballés, bien présentés, et en particulier de manière attirante pour les enfants, nous savons que les enfants sont très sensibles aux couleurs, ils sont sensibles bien sûr aux petits bonhommes, animaux ou concours qui pourrait y avoir sur un emballage. Et nous savons que les enfants sont des consommateurs aguerris. Ils savent très bien repérer ce qui est coloré, ce qui est attirant pour les enfants, ce qui est en fait finalement préparé pour eux et volontairement pour les attirer. Pour compléter la consultation à l'hôpital, Maud Bessa se rend régulièrement dans les grandes surfaces avec ses patients. Chouala est sensibilisée au contenu des produits alimentaires. D'abord, lui apprendre à décrypter les indications nutritionnelles, souvent incompréhensibles pour le consommateur, et ensuite, ne pas tomber dans tous les pièges tendus par le marketing. L'alimentation des enfants, c'est important par rapport à... Il faudrait que l'étiquetage soit beaucoup plus accessible. Je trouve, c'est mon avis. D'autant que ce genre de produit, c'est une des causes principales des soucis de santé de Chouala. Ouais. Pour Chouala, comme pour... je suis que son papa, mais comme pour les autres papas, je crois que c'est le même problème, ou pour les autres mamans. Donc le problème, c'est l'attirance de l'enfant par rapport à un produit qui n'est pas forcément bon pour lui. Et ça, on a la peine à l'expliquer. Ici, à la Migros, depuis quelques années, on fait certains efforts, en diminuant notamment la quantité de sucre dans certains yaourts ou de graisse dans les céréales. Et pour éviter le cauchemar de certains parents, à l'approche des caisses farcies de sucreries, la Migros lance une autre expérience pilote. 2 caisses sans friandises sont testées en Suisse romande. La coopérative genevoise teste ces nouvelles caisses sans friandises. Ça veut dire qu'en fait le client, elles sont toujours ouvertes, c'est la seule caisse qui clairement reste toujours ouverte. Au rayon chocolat, là, on a les Kinder qui sont vraiment au niveau des enfants. Et vous avez les M&M's qui sont de toute façon... Oui, mais un enfant de 3 ans, il ne mange pas des M&M's parce qu'il y a des risques de fausse route et autres. Donc il mangera plutôt des Kinder. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que consciemment, il n'y a rien qui est prévu pour être à hauteur d'enfant ou pour communiquer directement avec l'enfant, on communique avec les parents. Un peu de joie, là. À la Migros, comme dans toutes les grandes surfaces, on continue pourtant à placer des sucreries exactement à la hauteur des enfants.
Qu'est-ce que c'est ça? C'est les fameux Kinder. Hein? Le marketing ne se limite pas à de la publicité pour séduire les plus jeunes. Il y a le placement des produits, les mascottes de marque, les cadeaux, les jeux, les emballages et les nombreuses promotions. Depuis 10 ans, l'Organisation mondiale de la santé se bat pour que ça cesse. Elle a d'une part établi une liste de recommandations pour limiter drastiquement toute forme de marketing à destination des enfants. D'autre part, l'OMS a élaboré un modèle de profil nutritionnel qui fixe précisément quels aliments pourront être promus et lesquels seront interdits de publicité. Par exemple, le marketing des glaces ou des boissons sucrées à destination des enfants devrait être interdit. Ou encore, la promotion de céréales ne serait autorisée que si elles ne contiennent pas plus de 15% de sucre ajouté. L'un des principaux artisans de ce profil nutritionnel à l'OMS, c'est lui, le docteur João Breda. Pour lui, l'adoption de ces critères est urgente et indispensable. Peut-être il y a quelques années, il y avait encore des gens pour essayer de mettre en doute ce lien entre le marketing, la consommation de sucre et l'obésité infantile. Au moins, maintenant... Tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord. C'est très important. Le marketing donne forme à la consommation et la consommation peut être liée à l'obésité. C'est du fromage. À la Fédération romande des consommateurs, même combat. Aujourd'hui, on s'inquiète particulièrement de l'apparition de nombreux jeux publicitaires à destination d'enfants dès leur plus jeune âge. Ah, c'est quoi ce personnage? C'est un kiri. C'est une flûte. Là, il y a du fromage et tu dois manger comme ça. Ah oui. Quand tu croques, puis après, t'as du fromage. C'est un kiri. Ah, un kiri. Et tu connais ça? Ouais, je mange. Les petits-enfants ne savent pas faire la différence entre une publicité et une histoire. Et surtout, ils ne savent pas à quoi sert la publicité. Et ça fait qu'on crée des liens émotionnels. Les enfants trouvent sympathique, ils trouvent que ça fait penser à l'aventure, toutes sortes d'émotions qui sont suscitées et qui reviennent quand on voit l'emballage plus tard. Et ce qui est impressionnant, c'est que les enfants, ils sont fidèles. Une fois qu'ils aiment quelque chose, ils aiment pendant longtemps. Et souvent, ça dure jusqu'à l'âge adulte même. Nous retrouvons Barbara Pfenninger à Bruxelles, au Bureau européen qui réunit toutes les fédérations de consommateurs. Elles ont décidé d'unir leurs forces face au fléau de l'obésité infantile et face à l'inertie des gouvernements. Elles ont lancé une campagne européenne pour mettre fin au marketing à destination des enfants d'aliments nocifs pour leur santé. Leur demande est simple, que les gouvernements fassent enfin respecter les recommandations et les critères de l'OMS. Je crois que c'est assez facile de comprendre que cet emballage communique directement avec les enfants. Mais alors, qu'est-ce qui devrait changer sur cet emballage, par exemple? L'utilisation de la mascotte. Je pense que la figurine devrait disparaître. Ce serait une révolution. Une révolution? Oui. Ça concerne la santé des enfants. Et les enfants ne sont pas capables de percevoir le marketing ou la publicité comme les adultes. Pourquoi ils ingèrent autant de sucre, de gras et de sel? C'est parce qu'ils consomment ces produits à outrance. Et c'est corrélé avec le fait que ces produits sont promus d'une façon éhontée. Et finalement, l'industrie ont leur part de responsabilité. Soit ils jouent le jeu complètement et ils mettent en place des mesures qui sont validées par nous et par les autorités, mais qu'ils arrêtent de faire des promesses qui sont des coquilles vides. Ces coquilles vides, ce sont les engagements volontaires des firmes alimentaires, les pledges. Il y a un pledge européen, il y a un Swiss pledge, qui s'engage sur le papier à diminuer le marketing destiné aux enfants. Le Swiss pledge, composé de 13 des plus grandes firmes alimentaires suisses et mondiales, a refusé d'apparaître devant nos caméras. Par écrit, ils nous ont toutefois précisé que la promotion d'une vie saine relevait de la responsabilité des politiques et de la société. Nous sommes donc allés voir l'autorité en charge de ces questions, l'Office fédéral de la sécurité alimentaire. Il demande sans succès pour le moment
à l'industrie alimentaire de bien vouloir adopter les critères nutritionnels de l'Organisation mondiale de la santé. Ces critères nutritionnels sont plus stricts puisque, par exemple, nous demandons une interdiction de faire de la publicité ciblée sur les enfants pour les glaces. Toutes les glaces? Toutes les glaces, oui. Oui, mais pourquoi est-ce qu'on n'interdit pas le marketing de produits nocifs pour la santé destinés aux enfants? Donc si vous parlez d'interdiction, vous parlez de légiférer. Oui. D'accord. Alors pour légiférer, c'est le Parlement qui décide. Ce sont des processus qui sont longs. Ils n'aboutissent pas forcément aux résultats que nous souhaitons. On a été tout près. On a été tout près, oui, tout à fait, oui. Notre pays a été tout près, en effet. Ça s'est passé le 17 septembre 2013, lors de la révision de la loi sur les denrées alimentaires au Parlement. On discute ce jour-là de l'alinéa 2 bis de l'article 14, qui demande d'inscrire dans la loi la limitation de la publicité alimentaire destinée aux enfants. À la tribune, le ministre de la Santé rassure l'industrie et lui donne même des garanties. Si le Parlement souhaite nous donner cette compétence, nous n'y sommes pas opposés, mais je dois vous annoncer ici deux choses. Nous ne ferions pas cela sans avoir étroitement discuté avec l'industrie. L'idée, c'est certainement pas de poser des interdictions ou des restrictions sans avoir eu un dialogue très étroit avec l'industrie. Le vote a lieu, l'alinéa est refusé pour une seule voix. Aucun média n'en parlera. Selon les opposants PDC et UDC, cet alinéa était inutile, car les enfants sont suffisamment protégés et nous pouvons faire confiance à l'industrie. Une confiance qui s'est émiettée ces dernières années, au fur et à mesure que leurs pratiques et leurs intentions ont été dévoilées au grand jour. Il a par exemple été prouvé que le lobby du sucre a manipulé la science et menti sur les risques de santé publique, rappelant les pratiques utilisées durant plusieurs décennies par l'industrie du tabac. On a aussi découvert que les grandes firmes de l'alimentation financent, surveillent et dictent la conduite de nombreuses associations de malades. Elles influencent aussi de grandes organisations sportives comme le CIO ou la FIFA. Enfin, plus récemment, le réseau Wikileaks publie un document interne de Coca-Cola qui lève le voile sur ses stratégies de lobbying pour combattre toute initiative favorable à l'environnement ou à la santé publique, à commencer par la taxe sur les boissons saturées de sucre. La difficulté, bien sûr, c'est qu'on est face à des lobbies extrêmement puissants de l'industrie agroalimentaire, bien sûr, mais il ne faut pas oublier l'industrie pharmaceutique, par exemple, qui tire certains bénéfices de ces maladies chroniques, puisqu'actuellement en Suisse, la majorité des coûts de la santé sont dus à des maladies chroniques et non transmissibles. À vous entendre, on a presque l'impression que c'est davantage l'industrie qui dicte les politiques de santé plutôt que le personnel de santé. Tout à fait. Tout à fait. De Berne à Bruxelles, des pouvoirs publics inactifs, un constat que tout le monde partage, et surtout des autorités qui peinent à lutter contre les géants alimentaires. On estime que la promotion d'une alimentation équilibrée ne représente que le 1% du budget marketing d'une alimentation malsaine pour notre santé. Un marketing qui, de plus en plus, cible aujourd'hui la plus jeune génération. La valeur n'attend point le nombre des années, disait Corneille. Nous pourrions ajouter la voix ne compte pas les années pour s'élever haut et fort. Ces retraités fribourgeois, dont certains sont centenaires, ont relevé le pari de leur EMS, chanté en chœur et en public à la cathédrale pour Noël. Anastasia Ross les a suivis. Cathédrale de Fribourg. Le dernier rang, vous mettez en place. Le grand concert de Noël va débuter, avec un chœur assuré cette année par nos aînés, venus des EMS des 4 coins du canton. Et dans les premières arrivées, Marie-Rose, suivie de près par Marie-Louise. C'est impressionnant, hein? Quand tu regardes en haut, regarde voir. Vient ensuite Paul, accompagné de sa femme Béatrice. En forme. Le cœur va bien. Alors c'est l'essentiel. Et enfin Léon, qui aura 100 ans dans 6 mois et qui a revêtu pour l'occasion son habit d'Armailly. Le public s'installe à son tour. Il est en partie composé des enfants et petits-enfants des choristes.
comme Marie et son fils venus soutenir Paul. Il est déjà devant, je ne sais pas si tu le vois. Voilà. Et je ne bouge plus. C'est un grand jour, hein? On est tout heureux de les voir là. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde. Formidable. Tout ce qui est en jaune, je vais le dire. La famille Perriard, quant à elle, est venue pour leur mère, grand-mère et arrière-grand-mère, Marie-Rose. On est vieux pour avoir des trucs comme ça. On n'a jamais été en exposition dans notre vie. Elle est toute détendue là, malgré les bientôt 100 ans qu'elle va avoir, le 21 janvier. On est très fiers d'elle et puis qu'il y ait les petits-enfants qui sont là aussi. Ça fait du bien, pas seulement voir tout ce qui est triste. Tout ce qu'on voit à la télé, moi, qui montre trop de guerre. Moi, je vais enrager quand je vois ça. Boucle. C'est quelques semaines plus tôt que l'aventure a démarré. Une centaine de résidents des EMS du canton de Fribourg se réunissaient à la résidence des Bonnefontaines pour une répétition grandeur nature. Bonsoir. Bonsoir. L'occasion de découvrir quelques petits problèmes. Alors voilà, on est au complet. Ouais. La réalité, c'est qu'en fait, vous avez que très peu de gens qui peuvent se déplacer. Il faut s'adapter, hein. Il y a beaucoup de chaises roulantes, il y a beaucoup de teintes et bains. Pour remplir une salle, il faut un certain temps. Donc il faut que ce soit agréable, la température soit bien. Alors on va s'y mettre tout de suite. Ça va bien, franchement. Les voix, elles sont faibles, elles sont petites, mais elles sont là quand même. Marie-Rose est présente. Avec à ses côtés sa complice Marie-Louise, pour laquelle cette répétition est une première. J'espère que ça ira bien. Parce que moi, j'avais jamais chanté avant. J'ai dit, si je fais trop de canards, vous me dites. Et puis, je m'en irai. Personne ne m'a rien dit, alors j'ai continué. Puis maintenant, je chante dans le cœur. Le lendemain, c'est au Home des Épinettes à Marly, dans le sud de Fribourg, que nous retrouvons Marie-Louise. Elle rejoint Marie-Rose qui a reçu la visite de ses 3 enfants. La répétition de la veille a laissé des traces. Bonjour. Ça va? Ça n'a pas trop mal été, mais j'ai un peu... Il faudrait que je boive quelque chose. Angèle, vous n'allez pas me chercher quelque chose à boire? Ce qui n'empêche pas les 2 amis de pousser la chansonnette. C'est un sourire. Il-la-i, li-li-di-la-i. Tire-la-i. T'aurais pas fallu plus bas parce qu'elle arrive à la cave. Après, tu peux remonter. Marie-Rose chante depuis toute petite, une passion qu'elle a transmise à ses 3 enfants, pour lesquels elle reste un modèle. C'est une dame qui a beaucoup travaillé, qui est passée par-dessus beaucoup de choses aussi. Elle a aussi eu des déboires, hein. Non, elle est super. Vous avez l'air d'être un petit peu ému quand Oui. vous parlez de tout ça. Pourquoi? Je sais pas, parce que c'est ma maman et puis je l'aime beaucoup. Ça me touche. Elle est autodidacte, je dirais. Parce qu'elle n'a jamais suivi de cours de solfège. Elle a une oreille formidable. J'ai de la chance d'une bonne mémoire. Puis l'oreille, sensible, très sensible. Oh, mais déjà, quand on était gamin, elle nous apprenait à chanter. On chantait, c'est fou avec elle. Ah, c'est vrai. Elle apprenait des chants pour le 1er mai. Répétition pendant 3 mois. Autant Marie-Rose est une choriste passionnée, autant Marie-Louise est une totale amatrice. Mais depuis qu'elle est dans un EMS, cette veuve de 84 ans ne se refuse plus rien. Elle veut participer à toutes les activités qu'elle archive dans un classeur. J'ai décidé, moi, toujours marquer ce qu'on faisait. Je trouve qu'une fois que je ne serai plus là, mes petits-enfants, ils auront peut-être plaisir à voir ça. Une maxime lui tient particulièrement à cœur. Elle résume son besoin de liberté. J'ai marqué trop penser à ce que les autres pensent de nous,
risque de changer ce que nous pensons de nous-mêmes. Les autres diront peut-être, mais elle ne savait pas chanter, puis maintenant, elle va aller chanter. Mais moi, c'est un plaisir d'aller chanter, oui. Je m'en fiche de ce qu'ils disent. Je fais ce que j'aime maintenant. Parce que jusqu'à présent, j'ai fait un peu ce qu'on a voulu que je fasse, oui. Nous retrouvons Paul au Home des Chênes dans la banlieue de Fribourg. Ce nonagénaire a porté différentes casquettes tout au long de sa vie. Enseignant, directeur d'école, responsable d'associations humanitaires et président du Festival du film de Fribourg. Aujourd'hui, Paul se lance un nouveau challenge. C'est lui qui va animer le concert. Pour moi, ce sera la première fois de vivre et d'animer quelque chose à la cathédrale sans être prévôt ou évêque. Hein. Il faut être habillé en foncé, si possible. Tout le monde. En foncé? Oui, parce on mettra un foulard. En foncé donc quoi? Foncé, couleur foncée. Envie de m'habiller en rouge. Vous avez un foulard rouge. On a acheté des foulards rouges. Après le repas, c'est l'heure de répéter. Dans cette aventure, il est soutenu par sa fille, sa femme et l'animatrice de la résidence. Je viens. Là, vous chantez en premier et après, mais juste le premier couplet. Béatrice, viens seulement. Je sais lire. J'ai un petit voyage à faire, vive Jésus. Je ne sais qui me le fera. Ave Maria, gratia plena. Le grand jour arrive. Voilà. C'est à Châtel-Saint-Denis que nous retrouvons Léon, quelques heures avant le concert. Il est le premier levé. Tout a été. J'étais juste tout près. Son infirmière vient l'aider à parfaire sa tenue de choriste, un costume d'Armailly qu'il a porté toute sa vie. J'ai grossi, hein, parce que... Oui, là, il a bien des années, ce Bredson. Ça, c'est un Bredson, ça. C'est complet fribourgeois. Ah, merci, ma belle. Mais ce dont Léon est le plus fier, c'est sa médaille Benemerenti. Il faut chanter 45 ans à l'église pour avoir cette médaille. J'ai même chanté 60. Alors, vous allez deviner quel âge j'ai. Quel âge vous avez, monsieur Menou? Ben, devinez-vous. Je sais déjà. Ah, vous savez? J'ai rien dit. Quel âge vous avez? Ben, dans 6 mois, j'aurai 100 ans. Bravo, monsieur. Dis donc, qu'est-ce que tu crois? Merci. Encore un. Encore un. Au Home des Épinettes à Marly, le départ est imminent et tous les choristes se sont mis sur leur 31. Il y a madame... Bonjour. Ça va? Le petit coup de peigne avant d'aller chanter. Comment ça va? Ça va bien, mais j'ai pas bien dormi. Pourquoi? Parce que, je sais pas, j'étais un peu excitée. Santé, mes chers. Santé, ma chère. Marie-Rose, santé. Santé. On va quand même boire un verre de rouge. Hein. Oui, santé. Santé, ma santé. On y va. Voilà, vous pouvez y aller. Tu vas où, là, au bout? Juste devant Madame Monron. Merci. Voilà, c'est bon. C'est si simple d'aimer, de sourire à la vie, de se laisser charmer lorsqu'un c'est notre envie, de permettre à nos cœurs. Plus de 400 personnes se sont déplacées et c'est Paul qui ouvre le bal. Ce concert est très spécial. Oui, c'est la rencontre de tous les âges, puisque les plus jeunes chanteurs ont à peu près 6 ans et les plus âgés des chanteurs presque 100 ans.
Avec toute l'équipe de Mise au Point et du Studio Actu, je vous remercie de nous avoir suivis. Faites-nous part, comme toujours, de vos réactions par écrit ou par oral. Et l'année prochaine, le 8 janvier, vous retrouverez Sébastien Faure. Avant de se quitter, nous tirons encore notre chapeau au producteur responsable de cette émission que vous avez eu l'occasion de voir présenter et qui nous quitte pour désormais œuvrer dans l'ombre aux destinées stratégiques de la RTS. Nous voulions saluer une carrière de journaliste bien remplie, un style bien à lui, comme vous allez le voir. Passez de belles fêtes et merci à Olivier Tornet. Cela restera comme sa dernière apparition à l'écran. La fin de 17 ans de télé. Avant de se quitter, notre rubrique anniversaire pour les 20 ans de Mise au Point. Et ce n'est pas fini. Dans les coulisses de Mise au Point. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à Mise au Point. Dans les coulisses du pouvoir. Comment vous avez vécu cette non-élection de Christophe Blocher? Évidemment, c'était absolument passionnant. Bonsoir, monsieur Blocher. Bonsoir, monsieur. Œil pour œil, dent pour dent. On réglera les derniers détails entre les différents partenaires. Et sur les terrains de reportage les plus variés. Dans le canton du Jura, tout d'abord. Et puis pour un Bernois, pour vous, Sao Paulo, ça change, hein? Il fait quel temps? Il fait 17 ans de talent, enfin en général. Être le boss de Noël, c'est la déprime totale. Voilà, Mise au Point, c'est 17 ans pour lesquels nous disons ce soir. Merci Olivier. Merci Olivier Tornet. Merci Olivier. Olivier Tornet, merci beaucoup. Merci Olivier. Olivier Tornet, merci beaucoup.